Je déclare la 4e séance ouverte. Procède à l'installation de M. Patrick Page en remplacement de M. Quentin Thomas, démissionnaire. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Mme Céline Benex, qui est contre, qui s'abstient. Mme Benex est élue à l'unanimité, je l'en félicite. Je présente les excuses de Denis Sabon, qui donne le pouvoir à Marie-Thérèse Galmard, de Muriel Boudier, qui donne le pouvoir à Marcel Arsac, de Jean-Michel Boudier, qui donne le pouvoir à Michel Bouillet, de Mme Aline Landrin, qui donne le pouvoir à partir de 11h à M. Jonathan Argenson. Alors, il semble que les conditions de sécurité nous permettent, à partir du moment où on est à distance de 1 mètre, de ne pas mettre le masque à l'intérieur, mais quand on est assis, il faut le mettre quand on est debout. Enfin, faites pour le mieux. Ceux qui veulent le garder peuvent bien sûr le garder. Vous avez été destinataire du procès-verbal sommaire de la séance du 15 juillet 2020. Je vous demande de l'approuver. Qui s'abstient? Qui est contre? Il est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Vous avez sur votre table un rectificatif pour le dossier numéro 5 avec la liste des contribuables à proposer à la direction des finances publiques, ainsi que pour le dossier numéro 14 concernant les réserves suite à la demande de la SA de l'Orne, ainsi qu'une information sur les mises à disposition d'agents par la ville de Estero. J'ajoute que pour la délibération numéro 14, j'avais voulu faire une réunion publique, mais que la personne représentant l'État qui fait l'instruction a dit que non, on ne pouvait pas faire de réunion publique. Donc j'ai demandé à ce que la SA de l'Orne vienne nous faire une présentation de son dossier, dont vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. Le débat se fera en sa présence. Par ailleurs, je vous informe que le dossier numéro 9 est retiré, car une délibération a déjà été prise concernant cette acquisition pour le musée. Alors, le 9 est retiré et le 14 est légèrement modifié, de mémoire. Alors, dossier numéro 1. C'est moi qui le présente. Convention. Voilà. Convention entre la ville et Enedis Électricité de France relative à la concession pour le service public du développement et d'exploitation du réseau de distribution électrique d'électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementaires en vigueur. Alors, c'est une délibération obligatoire, mais on fait beaucoup de choses qui sont obligatoires, et donc, puisqu'on doit le faire, on le fait. Ce contrat de concession pour le service public du développement et d'exploitation du réseau de distribution d'électricité et de la fourniture d'énergie électrique arrive à échéance le 19 octobre 2024. Il est donc de bon sens que nous le passions maintenant. Il vous est donc demandé d'approuver la convention de concession pour le service public du développement et d'exploitation du réseau de distribution d'électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés, d'approuver tous les actes précités afférents à ce dossier et autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, monsieur le maire, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs les conseillers. Je saisis ce dossier portant sur les énergies pour vous interpeller sur le projet d'implantation d'une antenne relais par SFR rue des 13 Arches. Vous avez reçu un courrier dont nous avons eu la copie de la part de riverains du quartier du Marquis, qui sont présents aujourd'hui dans la salle, pour vous faire part de leur étonnement et de leur désaccord concernant l'implantation d'une antenne relais dans leur quartier. Étonnement car ils ont découvert la déclaration préalable pour laquelle vous avez donné un avis favorable par voie d'affichage, aucune concertation avec la mairie ou l'opérateur leur a été proposé. Désaccord car cette affiche annonce la construction d'un site radiophonique par SFR sur un terrain à proximité de leur habitation, notamment à 3,50 m d'une maison où vit une famille ayant 4 enfants. De plus, la hauteur prévue de l'antenne sera de 30 mètres, ce qui a de quoi inquiéter les habitants du quartier et au-delà, proximité de Fourchevieille et à moins de 300 mètres de l'école Camus. Inquiétude lorsqu'on connaît les répercussions néfastes
Une exposition au champ électromagnétique est liée au déploiement de cette technologie 3G, 4G, 5G, que cela soit en termes de santé, d'environnement et de valeur de leurs biens. Par cette intervention, Monsieur le maire, nous vous demandons de faire appliquer le principe de précaution en demandant un moratoire dans l'attente des études d'impact sanitaire afin de protéger la population orangeoise et plus particulièrement les personnes vulnérables comme les femmes enceintes et les enfants. À ce propos, une étude GEOCAP sur le risque de cancer de l'enfant a mis en évidence chez l'enfant âgé de moins de 5 ans une association entre le fait d'habiter à moins de 50 mètres d'une ligne de transport électrique et le risque de développer une leucémie infantile. En pleine pandémie, alors que les citoyens et la société sont mis à rude épreuve, il nous semble indécent de ne pas tout faire pour surseoir à cette implantation. À aujourd'hui, le collectif citoyen adhérent à Robin des Toits a initié une pétition qui a déjà été signée par 40 résidents du quartier du Marquis. Nous sommes à leur côté pour tout mettre en œuvre et refuser cette implantation. En conclusion, je vous demande, Monsieur le maire, une révision de votre position et j'attends de la part du conseil municipal une opposition à cette implantation. Je vous remercie de cette attention. Bon, les services se sont beaucoup agités autour de moi, vous l'avez vu. Il semble que nous n'ayons pas de pouvoir sur ce dossier, hein, et que donc il y a un recours qui se fait, hein, il y a un recours gracieux qui se fait. On peut y répondre de quelle manière? Oui, vous dites que vous n'avez aucun pouvoir, c'est faux. Vous avez le pouvoir de vous positionner, de faire positionner le conseil municipal. Il y a de nombreux maires qui s'opposent à l'implantation d'antennes de ce type et qui font appliquer le principe de précaution en exigeant des moratoires. Je ne vois pas pourquoi à la ville d'Orange ça ne serait pas possible en fait. Sauf s'il y a un arrangement avec SFR. Monsieur le maire, vous permettez de... Bien sûr. Monsieur le maire, chers collègues, je réponds à votre question qui est extrêmement délicate parce que vous avez d'un côté des personnes qui sont dans des zones blanches, même à Orange, et qui ont besoin de pouvoir être en contact, que ce soit Internet, que ce soit téléphone. Donc il y a cette exigence-là, ce besoin de service public-là, parce que ça fait partie quand même de cette demande-là. Et puis il y a d'un autre côté, effectivement, les problèmes que vous avez évoqués et qui sont réels. Il y avait une demande, la politique de la ville d'Orange jusqu'alors, effectivement, là c'est passé en travers, la politique de la ville d'Orange, du maire et des agents concernés, c'était d'abord la gestion du domaine public qui était sollicitée par les fournisseurs d'accès de téléphonie pour se mettre sur un équipement public qui justement permettait d'arroser la plus grande partie de la population en réseau pour combattre la fracture numérique. Sauf que les fournisseurs d'accès de téléphone, comme le service justement, et là je vous mettrai tranquille parce que c'est le fonctionnaire qui m'a expliqué, le service exigeait, quand il y avait une demande d'installation d'antenne, que tous les fournisseurs d'accès téléphone se mettent sur la même antenne pour éviter et la pollution visuelle et la multiplication des points de téléphonie. Là, effectivement, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, je suis d'autant plus tranquille pour répondre à la demande de M. Savignan, puisque les riverains m'ont contacté directement pour savoir ce qu'ils devaient faire, et je leur ai dit si effectivement il y a eu un raté, peut-être qu'ils vous l'ont dit, je leur ai dit effectivement s'il y a un raté, l'obligation légale, je vous remercie de le reconnaître d'ailleurs, l'obligation légale, les armes que vous avez à votre disposition, déjà la première chose c'est de faire un recours gracieux devant l'autorité, parce qu'il peut arriver effectivement que quelque chose soit pris, et qu'on n'ait pas eu, toutes les informations. Et effectivement, là maintenant, les fournisseurs, pour finir l'historique, les fournisseurs d'accès téléphone passent maintenant par les privés parce que justement la mairie était trop stricte sur l'implantation des antennes et au lieu que ce soit la gestion du domaine public qui s'en occupe, ils passent directement par un privé qui a eu l'occasion de son terrain pour faire... Donc le sujet est en train d'être étudié entre les élus qui en sont responsables. Donc effectivement, il y a l'urbanisme, il y a l'occupation du domaine public, il y a la police municipale, il y a les nouvelles technologies, c'est en cours, mais on a un vrai problème qui est de savoir est-ce qu'on laisse les personnes, est-ce qu'on laisse une partie des Orangeois dans une zone blanche,
avec les conséquences que ça peut avoir, des fois elles sont compliquées, ou est-ce que on essaye d'améliorer la couverture? Après moi je vous dis, je pense que le réseau 4G suffit largement. Maintenant vous savez très bien que ce sont des choses qui ne sont plus entre les mains des mairies, c'est là où je rejoins ce qu'a dit monsieur le maire, c'est entre l'ARCEP, c'est entre un certain nombre, c'est entre la préfecture, c'est entre un certain nombre de choses qui fait qu'on a qu'un pouvoir limité sur les zones qui sont délivrées. On a un pouvoir sur l'implantation des antennes, et là effectivement il faut être vigilant pour pas qu'il y ait une multiplication, mais ça c'est le travail qui est effectué par les services depuis de très nombreuses années. Maintenant sur les longueurs d'onde qui sont envoyées, là c'est un nous voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, effectivement, vous avez eu un échange avec les riverains, mais ça ne vous ôte pas le fait de pouvoir émettre un avis défavorable, comme le font l'ensemble des autres mairies, et surtout, on ne sait pas quels critères vous allez appliquer. Par exemple, quand vous dites que les mairies n'interviennent pas, la mairie de Paris, donc Madame Hidalgo, c'est 2 voltmètres. On peut rentrer dans des choses techniques, et donc vous, Orange, sur quoi vous vous appuyez, sur qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, nous vous demandons de prendre un moratoire, un avis défavorable, parce qu'il est en bas de la santé des orangeois. Je vous rappelle ce que j'ai dit, 3,50 m de la maison, 30 mètres de haut. Sur le plan d'implantation, d'une part, comparer Paris et Orange, c'est pas forcément. On ne cherche pas à faire comme Paris. Il y a d'autres villes, il y a de nombreuses villes. Je vous rappelle qu'il y a la société des toits qui. C'est une anecdote, mais le vrai problème sur la question d'antenne, c'est qu'il y a eu une personne qui était d'accord pour que ce soit implanté dans son jardin. Donc oui, que l'autorité publique intervienne derrière pour, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on a sollicité les riverains qui s'y opposaient justement pour faire un recours gracieux. Mais la réponse à cette question, savoir est-ce qu'on met des antennes, est-ce qu'on n'en met pas, moi ça me paraît délicat de ne pas en mettre. Ça me paraît délicat de ne pas améliorer la couverture. Voilà. Mais je vous ai répondu. Après, sur la question des ondes, là, c'est plus de notre compétence. Mais je vous réponds en toute franchise. On est dans... On va pas passer... Vous allez d'abord vous demander la parole si vous voulez parler. Hein, vous n'êtes pas la Fort d'Ampogne. Ça vous changera, je reconnais. Mais c'est comme ça. Hein. Excusez-moi, juste une petite question. Juste pour la précision, vous parlez du domaine public. Est-ce que l'antenne qui a été installée il n'y a pas longtemps au tennis des Courrèges est un terrain privé ou est un terrain qui appartient à la mairie puisqu'elle est implantée dans le tennis à côté des padels? Elle est dans le tennis des Courrèges. C'est public, oui, effectivement. C'est public, c'est pour ça que ça a été fait sur le territoire de... Donc, donc vous dites que c'est souvent sur des terrains privés, là c'est public, donc ça... Non, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il y a eu un changement de politique. Qu'avant, les providers passaient par la mairie, justement pour passer par les équipements publics, et que face à la, je ne vais pas dire à la raideur, mais au bon sens de la mairie, qui était de mutualiser les antennes, les providers de faire passer par les privés à qui ils offrent une location, ce qu'on peut comprendre, une emprise sur leur terrain privé, et donc du coup nous squeeze un peu. Donc c'est pour ça qu'on va refaire des réunions entre élus qui ont les délégations ad hoc pour trier au cas par cas. Oui, en fait, je pense que là, vous essayez de noyer le poisson, parce qu'en fait, mutualiser les antennes, tout le maire, ça veut le faire, ça. Ça relève du bon sens, ça relève du bon sens. Mais par contre, la question qui vous a été posée par rapport au quartier des Courrèges, c'est que le maire s'est exprimé publiquement et il a expliqué qu'il était favorable à l'installation de cette antenne puisqu'il avait donné l'autorisation. C'est le même topo en fait. Hein. Et donc, c'est il y a quelques semaines que... Madame, vous voulez qu'on enlève toutes les antennes téléphoniques? Je vous demande pas d'enlever toutes les antennes téléphoniques. Il y a d'autres lieux que zone pavillonnaire. Ce sont des antennes sur lesquelles vont être installées la 5G. Il y a des inquiétudes énormes qui est légitime parce qu'en fait, il n'y a pas d'enquête sanitaire qui atteste qu'il n'y a pas de risque sanitaire pour les populations. Donc en fait, on ne vous demande pas d'interdire les antennes, on vous demande d'appliquer le principe de précaution et de mettre en place un moratoire. Donc pourquoi la ville d'Orange ne serait pas en capacité de faire voter une motion au conseil municipal pour exiger un moratoire tant qu'on n'a pas des études sanitaires qui attestent qu'il n'y a aucun risque pour la santé des Orangeois, c'est tout. Madame Ami, j'ai répondu à cette question.
J'ai répondu à cette question. Je vous ai dit que la délivrance des longueurs d'onde ne relevait pas de la police de la mairie, elle relève de l'ARCEP et d'un certain nombre d'autres. C'est comme pour les compteurs liquides, on peut être opposé à l'installation, on va pas rentrer dans le débat, mais on peut être opposé à l'installation, les maires ont été s'y opposer, mais le tribunal l'a fait sauter parce que c'est la compétence de la mairie. Mais alors moi je suis j'espère, j'essaie d'être un garçon. Ici c'est pas l'Assemblée nationale. Le débat ne se livre pas ici sur la délivrance des longueurs d'onde. On est en train de parler à l'état du quartier du Marty. On vous a simplement maintenant laissé répondre. Hein, en plus, vous n'écoutez pas. Je crois qu'on est toujours dans le même contexte. Le mieux est l'ennemi du bien. Si on veut que tout le monde ait tout, à tout moment, c'est compliqué. Donc, tout l'art, c'est d'offrir le meilleur service avec le minimum d'inconvénients. Quoi que l'on fasse, quelle que soit la nouveauté que l'on nous sert, il y a des avantages et des inconvénients. Et vous ne pouvez pas demander seulement les avantages en récusant les inconvénients. Donc, on sort largement du débat de ce dossier, comme d'habitude, hein, parce que la discipline, vous ne connaissez pas. Donc, revenons-en à ce dossier. Il est clair et en plus, il n'y a pas de débat à avoir dessus. Donc c'est pour ça que le débat est long et pénible. Donc on passe au vote. Par contre, si vous avez des éléments complémentaires sur un autre dossier, ce qui a été le cas d'aujourd'hui, vous nous faites un courrier hein, et on l'étudiera. Les services l'étudieront, c'est un dossier spécialisé, on l'étudiera et on verra quelle suite on lui donne. Pour ce dossier-là, ça n'a rien à voir avec tout ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité, ça méritait un long débat. Non, la page est tournée, vous m'écrivez maintenant. Alors, dossier numéro 2. Commission de suivi du site d'état déchets, désignation des membres. C'est moi qui le présente aussi? Alors, vous savez qu'après beaucoup de combats, nous sommes arrivés à faire fermer ce site d'état déchets qui empuantissait tout le sud de la ville. Et comme tout site de ce style, il y a un suivi. Et nous avons demandé d'aller plus loin que le suivi normal. C'est ce qui a été fait. Il est donc demandé de désigner M. Xavier Marco en qualité de membre titulaire et M. Michel Bouilly en qualité de membre suppléant pour représenter la ville d'Orange à la commission de suivi du site d'état déchets. D'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Oui, c'est un dossier sensible, Delta Déchets, et en fait, cette commission elle a pour objet d'amener des informations au public et de suivre l'activité. Et nous pensons que jusqu'à présent, le conseil municipal n'a pas forcément été bien informé de ce qui s'est passé sur le site Delta Déchets, puisqu'il a fallu quand même la mobilisation de la population pour faire avancer un certain nombre de choses. Et donc, en fait, nous proposons, nous, la candidature de Patrick Savignan. On peut voter là-dessus. Est-ce que vous voulez un vote à bulletin secret ou un vote à main levée? Ça, c'est vous qui décidez, monsieur le maire. Non, mais moi, je considère que la délibération est largement suffisante. Xavier Marco suit ce dossier depuis longtemps, avec compétence. Non, mais c'est pour remplacer. C'est pour. Attendez. Puis-je avoir la parole, monsieur le maire? Oui, allez-y. Merci. Donc, effectivement, après plusieurs demandes d'accès aux analyses, toujours aucun document n'a été fourni par la mairie à la demande de l'opposition. Devant ce manque de transparence, nous demandons trois choses. La nomination d'un membre de l'opposition dans la commission de suivi de Delta Déchets. Gilles Laurienne se propose de participer à cette commission. Nous demandons la production des résultats de suivi d'analyse des nappes phréatiques dans le périmètre de Delta Déchets ainsi que celle des eaux de ruissellement depuis 5 ans. Et nous demandons l'organisation d'une visite du site afin que les nouveaux élus puissent mieux comprendre l'organisation du suivi de ce site. Patrick Savignan, c'est pour remplacer Michel Bouillet. La lecture des derniers rapports qui sont accessibles sur Internet a montré un manque de mordant particulièrement évident de la part des représentants de la mairie concernant les dépassements des mesures de piézomètre. Et donc, par conséquent, je pense qu'effectivement, la nomination de plusieurs membres de l'opposition serait le bienvenu pour poser les bonnes questions et ne pas hésiter à être beaucoup plus
incisif avec Delta Déchets et monsieur le préfet. Xavier, est-ce que vous voulez intervenir là-dessus? Et après, Yann répondra aussi. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, mon premier monsieur Laroyenne, j'écoute bien vos propos. Dire qu'on reste, comment dire, invisible, si j'ai bien compris, à travers les rapports, ça m'étonnerait. Vous avez devant, si vous lisez bien, plusieurs prises de parole de ma part, et pas depuis hier, depuis une dizaine d'années, pour qu'on arrive effectivement à ce qu'au 1er mars 2019, ce site enfin puisse être fermé, d'accord? Je connais parfaitement toute la procédure qui a été faite, et ne dites pas que la ville reste muette. Ça, c'est totalement faux. C'est des réunions de concertation, on en a eu même lors de la commission C2S, commission de suivi du site préfectoral, avec l'Adréal. On en a eu également un avec plusieurs réunions chez M. le maire, avec l'exploitant. Ça ne s'est pas fait tout seul, croyez-moi. C'était dur. Donc ne dites pas que la ville ne fait rien. Madame nous non plus. Vous vous trompez complètement. Pas de bilan, pas d'information. Membre du C2S, si nous on reste, comment dire, bleu, je le donnerai largement. C'est pas mon style de rester bien, vous savez. Vous déformez les paroles parce qu'en fait... Déformez les textes, lisez-les, vous verrez les prises de parole, elles sont dedans. La parole est à M. Xavier Marco, ensuite elle sera à M. Yann Bompard, et puis après le problème sera clos. Vous connaissez ma personnalité, je ne reste jamais bleu dans une réunion, c'est très rare. On attend toujours le bilan. Une dizaine d'années, ça fait 12 ans précisément. On attend toujours le bilan. Pas de bilan, pas d'information. À l'année dernière, donc ne dites pas qu'on est là derrière, on espère, c'est faux, c'est totalement faux. On a combattu, au même titre que France Nature Environnement et toutes les autres associations. Vous voyez, dans l'esprit de satisfaire nos orangeois, quand même les marques de cette lenteur. Ah mais c'est quand les orangeois se sont mobilisés que vous avez dit après. Moi je suis pas orangeois non plus, non. Il y a bien. Vous n'êtes pas nourri. Monsieur Yann Bompard, la parole. Plusieurs choses d'ailleurs. La première, quand l'association de l'Adro a été créée, monsieur Michel Bernard avait demandé, parce qu'effectivement de loin certains avaient l'impression que la commune n'avait pas fait grand-chose, avait demandé ce qu'avait fait la mairie pour la fermeture du site de Delta Déchets. Et la mairie très rapidement a fourni le stock de courrier qui allait bien, et qui a démontré qu'effectivement, d'une part, la mairie n'avait pas attendu effectivement les riverains pour se saisir du dossier, mais que l'arrivée des riverains était fort heureuse, puisqu'elle a permis une mobilisation encore plus forte et qui était nécessaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a quand même une distorsion entre ce que vous dites, Madame Soliméo, où vous dites qu'on n'a pas accès au dossier, et Monsieur Laroyenne qui dit qu'on a accès au dossier, mais que la mairie ne dit pas grand-chose. Donc mettez-vous d'accord entre oppositions. Madame Normand, pardon. Mettez-vous d'accord entre oppositions, et puis après on arrivera à autre chose. Et enfin, Madame Aloui, je rappelle que vous aviez comme policière Madame Audan, qui sur son blog en septembre 2012 a expliqué qu'elle était allée visiter le site de Delta Déchets et que c'était une entreprise géniale. Je vous renverrai l'article si ça vous intéresse, mais ne dites pas, alors que vos policiers ont expliqué il y a 8 ans que c'était une entreprise qui marchait très très bien, qui était formidable, j'ai l'article sous les yeux, de nous dire que maintenant la mairie n'a rien fait. Il faut être un petit peu cohérent. Donc, ne faites pas de la politique politicienne tout le temps, surtout sur un dossier qui est traité, qui a été bien traité, grâce et heureusement main dans la main avec les riverains, mais ne racontez pas de grâce n'importe quoi, et les uns et les autres. Merci. Oui, et pour conclure, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole, je suis désolé. Vous êtes exprimé, j'ai aussi le droit de m'exprimer, peut-être. Bon, vraiment, vous êtes insupportable. Hein. Bon, alors, quand on nous dit qu'on n'a pas fait notre travail, cela est tout simplement monstrueux. Parce que lors de la dernière réunion en sous-préfecture de Carpentras, où ce dossier a été abordé et qui a eu pour conclusion, un an après, que la structure ferme, la ville a été la seule structure à demander la fermeture. Il y avait une association écologique nationale qui était favorable au maintien du fonctionnement de ce centre d'enfouissement pendant encore au moins 2 ans, et si je ne m'étais pas mis en colère, cela ne fermait pas. Donc il faut arrêter de vouloir donner des leçons à tout le monde, surtout quand vous n'avez pas les compétences et vous ne vous êtes pas montré actif quand le dossier était à l'ordre du jour. En fait, c'est tout le conseil municipal qui contrôlera à travers Xavier Marco et Michel Bouillet, puisqu'ils nous rapporteront ce qu'ils ont vu.
Et là encore, quand nous avons demandé à ce que nous allions plus loin que ce que la loi demande, on a bien apporté la preuve de notre souci du bien commun. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Monsieur le maire, vous n'allez pas... Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? La question est terminée. Alors, Nomination d'un membre vous n'avez pas la parole. 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 Donc je demande que ce ne soit pas enregistré. Monsieur, apprenez à vous tenir un peu. Mais je crois qu'il a été largement répondu à la question. On passe au vote. Qui est contre? Personne n'est contre. Voilà. Un certain nombre de comptes ont dénombré. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Qui est pour? Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 3. Conseil d'administration du centre hospitalier d'Orange. Élection des représentants de la ville. Vu le code général de la loi, il est proposé la candidature au centre hospitalier d'Orange de monsieur le maire et de monsieur Denis Sabon, qui sont les sortants. Si les membres du conseil l'acceptent à l'unanimité, ce vote peut être effectué à main levée. Si vous ne voulez pas qu'il soit fait à main levée, on le fera par vote. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord pour le faire à main levée? Oui, allez-y. En tant que seul représentant du corps médical en exercice, et fort de mes 10 ans d'expérience comme attaché au centre hospitalier, ainsi que mon expérience en tant qu'actionnaire de la clinique du Parc, je pense que je suis bien placé pour apporter ma coopération et ma réflexion pour travailler à la collaboration entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Bon, mais donc on va procéder par vote. D'accord. Vous voulez par vote ou par main levée? Je pose la candidature à ce poste de représentant. C'est votre droit. Je vous signale que pour ma part, je fais aussi partie du corps médical, autant que vous. Et peut-être mieux, peut-être même mieux. On ne sait pas, peut-être mieux. Mais ceci étant dit, c'est votre droit de candidat. Le problème qui se pose maintenant, c'est de savoir si on le fait à main levée ou si on le fait par vote. Qu'est-ce que vous préférez? Monsieur le maire, j'ai une intervention à faire, s'il vous plaît. Vous déciderez après si vous faites un bulletin secret. C'est pas le plus important. Tout d'abord, il y a plusieurs années qu'il n'y a plus de conseil d'administration. En fait, il faut élire des représentants de la ville au conseil de surveillance de l'hôpital. Et manifestement, monsieur le maire, le bilan que l'on peut faire, c'est que vous ne surveillez pas grand-chose. Le syndicat CFDT vous a alerté plusieurs fois sur le climat délétère qui règne parmi le personnel, absence de dialogue social, salariés en burn-out, non-respect du droit syndical, discrimination, maltraitance, harcèlement. Le comité technique qui n'est plus réuni depuis l'an dernier alors qu'il doit l'être une fois par trimestre. Des dossiers sont en cours au tribunal administratif. L'un d'ailleurs a donné raison au syndicat puisque le directeur de l'hôpital a appliqué des critères illégaux dans l'attribution de la prime de service. La situation qui est faite au personnel de l'hôpital, vous la connaissez. Vous avez été interpellé par le syndicat CFDT, mais il semble que vous n'avez pas eu le courage de mettre les pieds dans le plat. Le climat qui règne dans l'hôpital nuit à la bonne marche de cet établissement. Il nuit à la santé des agents, mais il nuit aussi à la santé financière de l'établissement en raison de l'accroissement anormal des arrêts de travail. Par rapport à tout ce que je viens d'évoquer, nous ne nous faisons pas confiance pour jouer le rôle de surveillance qui doit être le vôtre. Aussi, nous demandons un vote à bulletin secret et je propose de siéger à vos côtés à la place de M. Sabon. Puis je reprends la parole. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on va y répondre globalement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Pas d'autres questions à part le temps. Vas-y. Est-ce qualité de conseiller départemental? Je siège aussi au conseil de surveillance. Effectivement, vous avez bien fait de le corriger. Il faudra le corriger dans la délibération, s'il vous plaît, mesdames. Mais c'est formel. Je pense que ça ne nous empêchera pas ça ne forcera pas à reporter le dossier. Merci pour cette précision. Donc je suis un peu surpris parce que là, on ne va pas être d'accord, Madame Aloui, parce que vous appuyez sur le syndicat CFDT. Moi, je vais m'appuyer sur le syndicat FO. Pas pareil quand même. Hein. Et pourtant.
parce qu'il y a une distorsion. Mais massive, je vous ai plus la parole. Il y a une distorsion massive entre ce que disent les deux syndicats. Alors, se trouve à la manœuvre, parce qu'il faut quand même replanter le décor, la médecine française est en train de crever, il n'y a pas d'autre terme, elle est en train de crever par le travail fort appliqué des gouvernements successifs sur le sujet. Et le dernier coup d'épée qui a été mis entre les reins de la fonction publique hospitalière, c'était les lois Touraine, qui ont complètement flingué l'organisation hospitalière qui était déjà mal en point, et notamment parce qu'on a appelé un groupement hospitalier de territoire, le GHT, qui fait que en fait c'est l'hôpital d'Avignon qui dirige tous les hôpitaux du Vaucluse. C'est un hôpital chef de file. Et on se retrouve, et le maire l'avait prédit quand il était encore député, on s'y était opposé à de nombreuses reprises, on avait prédit ce qui allait se passer, c'est-à-dire qu'on démembrait les compétences et les pouvoirs et les choix que pouvait avoir le centre hospitalier d'Orange sur sa propre politique, et tout ça a été transmis à Avignon. C'est une véritable catastrophe. Bon. Mais ceci étant, qui s'est grandement battu pour que le GHT, pour qu'au lieu qu'il y ait une division territoriale entre Nord et Sud, avec un GHT du Nord qui serait piloté par Orange, qui s'est battu ardemment pour que cela ne se fasse pas, c'est le sénateur Milon. Voilà. Qui lui aussi, il a beau être médecin, il a beau être le président de la commission de la santé et des affaires sociales au Sénat, a participé de l'assassinat de la fonction publique hospitalière. Et il en est fier. Et il s'est battu pour que Orange ne soit pas, fasse partie de ce GHT. Non mais il faut le savoir. Non mais il faut le savoir parce que vous voulez attaquer, mais avant d'attaquer en fin de course... Non, mais vous n'avez pas la parole. Avant d'attaquer en fin de course, il faut savoir ce qui se passe avant. Et ce qui s'est passé avant, c'est ça. Et savamment orchestré, effectivement, l'année dernière, il y a eu une double page sur les conditions dramatiques de travail du centre hospitalier d'Orange, sur la direction, etc. Une toute petite interview du directeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, normalement, on n'est pas supposé le dire, mais je pense que maintenant, il y a prescription. L'ARS a fait une enquête, parce que le sénateur Milon voulait faire sauter l'hôpital d'Orange. Voilà. Il y a eu une enquête de l'ARS sur les conditions de travail des agents, et tout a été réglé, tout a été blanchi. Et FO lui-même, le syndicat FO eux-mêmes, ont dit que ce que racontait la CFDT, c'était plus qu'excessif. Donc quand vous dites les syndicats, d'une part, vous vous trompez, vous prenez la CFDT, et ce ne sont pas les syndicats qui siègent au sein de la fonction publique hospitalière, et le conseil de surveillance, dont je fais partie, fait attention à tout ce genre de problèmes, puisque justement, nous aussi, nous avons reçu des demandes d'agents de la fonction publique hospitalière. Et je fais un dernier exemple, il y avait une personne qui avait demandé à avoir une formation, qui s'est adressée aux membres du conseil de surveillance, qui s'est adressée à la direction de l'hôpital, et cette personne a eu sa formation. Point barre. N'essayez pas de faire de la mousse qui n'existe pas pour faire de la politique, pour vous mettre en avant, c'est indigne. Le conseil de surveillance de l'hôpital fait son maximum pour que l'hôpital travaille dans les meilleures conditions avec les adversités politiques, administratives auxquelles elle doit faire face. Mais ne faites pas de la politique politicienne, ça n'est pas l'endroit. Oui, j'ajoute, Madame Adouy, que en tant que responsable CGT ou ex-responsable CGT, vous devriez avoir à cœur de ne pas agresser vos collègues qui font les délibérations. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, c'est pas moi qui fais la délibération, c'est une fonctionnaire qui est là. Et il me semble très mal élevé, très malséant que vous attaquiez ce fonctionnaire-là qui a fait cette erreur-là. C'est le premier point. Le deuxième point, la médecine est en train de mourir, c'est vrai, et elle meurt par la suite de gestion calamiteuse de la médecine par les divers partis politiques. Et venir nous donner des leçons, c'est faire preuve d'un culot colossal, parce que nous avons passé notre vie à défendre la médecine, comme on a passé notre vie à défendre les paysans, comme on a passé notre vie à défendre les entreprises, parce que faire de la politique c'est ça, et non pas faire ce que vous faites vous depuis 40 ans, c'est de leur planter un poignard dans le dos. Alors, on va passer au vote par papier. La majorité votera pour la délibération, pour Xavier Marco et Michel Bouguier, et les oppositions s'amuseront à faire... Et il y a une observation de séance parce qu'on n'a pas les papiers. Non, on le fera à la fin, c'est ça? Oui. On fera le vote. Alors on fera le vote à la fin.
On va le voter. Un dossier numéro 4, délégation du conseil municipal, c'est M. Yann Monta. Monsieur le maire, chers collègues, alors, dossier numéro 4, délégation du conseil municipal donnée à Monsieur le maire, modification de la délibération numéro 356-2020 en date du 3 juillet 2020. Vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, portant loi NOTRe, vu la loi 2017-257 du 28 février 2017 dans son article 74, vu la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, vu le CGCT, notamment les articles 2122-18 et L2122-22 et L2122-23, vu la délibération 3556/2020 du conseil municipal du 3 juillet 2020, portant délégation de conseil à Monsieur le maire, vu la lettre d'observation au préfet du date du 29 juillet 2020, demandant de compléter la délibération susvisée qui ne fixait pas la limite concernant la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, considérant qu'il y a donc lieu de modifier la délibération 356/2020 concernant l'item numéro 3 de l'article 2122-22 du CGCT en ces termes, de procéder sur la base d'un montant maximum de 10% du budget de fonctionnement ouvert sur l'exercice en cours à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet tous les actes nécessaires. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir modifier la délibération 356/2020 en date du 3 juillet 2020 portant délégation du conseil municipal donnée à Monsieur le maire comme précisé ci-dessus et autoriser le premier adjoint à signer la présente délibération. Vous pouvez passer au vote. Il n'y a pas de questions? Est-ce qu'on pourrait avoir l'intégralité de la lettre du préfet pour savoir la nature des observations qui font l'objet de cette délibération? Madame Abus, c'est une collection. Comment? Ouais, tu n'as pas d'informations, tu ne sais pas sur quoi c'est dingue. C'est dingue. On vous le fera parvenir. Alain Thévenin? Alain Thévenin. Mais je crois que je l'ai là. Tu l'as, toi? Oui, je l'ai là. On va vous le lire. C'est cadeau. Vous aimez ma voix, en fait. C'est gentil. Non, non, non. La lettre du préfet, je ne crois pas qu'elle soit là. Tu l'as? Non. Bon. C'est ça? Il faudrait que tout soit dans la délibération. C'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Là. Je vous en donne lecture. Ma plus belle voix. Alors, le préfet de Vaucluse à Monsieur le maire d'Orange, en date du 29 juillet 2020, je vous épargne les adresses. Lettre commandée avec accusé de réception, objet de délégation du conseil municipal au maire au titre de l'article L2122-22 du CGCT, délibération numéro 356/2020 du 3 juillet 2020. Par délibération citée en référence reçue via l'application acte le 3 juillet 2020, votre conseil municipal vous a délégué certaines attributions en application de l'article L2122-22 du CGCT. Cette délibération appelle une observation au titre du contrôle de légalité. En effet, l'article L2122-22 du CGCT prévoit, concernant certaines attributions déléguées au maire, que celles-ci seront exercées dans les limites fixées ou déterminées par le conseil municipal. Par cette rédaction, le législateur laisse le conseil municipal libre de fixer les dites limites par délibération lors de la détermination des délégations consenties. La délibération adoptée par votre conseil municipal ne fixe aucune limite concernant l'item numéro 3 de l'article L2122-22 du CGCT, à savoir, ouvrez les guillemets, de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations des couvertures des risques des taux de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L1618-2 et au A de l'article L2221-5-1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. On comprend qu'on s'en sorte. Compte tenu des éléments de la délibération du 3 juillet est incomplète et cela affecte cette légalité, je vous prie de bien vouloir inviter le conseil municipal à la compléter concernant les limites évoquées. À défaut, celui-ci sera déféré au tribunal administratif, monsieur Didier François. Je vous en prie, parce que c'est exactement la délibération en fait. Hein.
Bis repetita placent, disaient nos anciens. Oui, j'ajoute que c'est d'autant plus amusant que nous ne faisons pas l'emprunt. Donc, l'utilisation de ces emprunts-là. Bon, on passe au vote. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 5. Non. Ah oui, si. C'est bon. Ah oui. Alors, dossier numéro 5, Commission communale des impôts directs, désignation des membres proposés au directeur départemental des finances publiques. L'article 16.50, paragraphe 3 du CGCT précise que la durée des mandats des membres de la Commission communale des impôts directs, si appelée CCID, est la même que celle du mandat de conseil municipal et que les nouveaux commissaires doivent être nommés dans les 2 mois qui suivent le renouvellement général du conseil municipal. Aussi convient-il à la suite des élections municipales du 28 juin 2020 de procéder à la constitution d'une nouvelle CCID. Cette commission, outre le maire ou l'adjoint délégué qui en assure la présidence, comprend 8 commissaires titulaires ainsi que 8 commissaires suppléants, groupés selon les catégories de contribuables qui sont appelés à représenter. Étant précisé qu'un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune, lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire des bois ou forêts. Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du conseil municipal. Les membres sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double, soit 16 titulaires et 16 suppléants dressés par le conseil municipal. La liste de ces derniers sera remise aux membres du conseil le jour de la séance. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter la liste des contribuables titulaires et suppléants telle que présentée. J'aurais une question, s'il vous plaît. Sur quels critères vous désignez les titulaires et les suppléants? Sur par les critères mis juste en dessus, avec un certain nombre de choses, essentiellement par connaissance, comme la plupart des mairies, généralement des gens qui sont plutôt... Vous avez eu la liste ou pas? Oui, bien sûr. Vous avez pu en prendre connaissance? Oui, bien sûr. Bon, je pense que ce sont des gens qui sont plutôt... Oui, non, mais je pense que ce sont des gens qui, pour la plupart, sont plutôt connus, sont plutôt notables de la ville. Et donc vous les avez choisis sans leur signaler? Ah bah si, quand même. Ah d'accord, très bien, merci. Je vous en prie. Il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Dossier suivant. Merci, monsieur le maire. Alors, dossier numéro 6, budget principal, Ville d'Orange, restitution de véhicules par la communauté de communes du Pays Réuni d'Orange. Alors, je vous lis la notice explicative parce que ce sera moins rébarbatif que si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Lors d'une intégration dans une intercommunalité ou lors d'un regroupement d'intercommunalité, des compétences sont transférées avec les moyens nécessaires à leur réalisation. Ainsi, tous les matériels, engins ou bâtiments sont mis à disposition de l'intercommunalité, mais la commune en reste propriétaire, ce qui induit un retour du bien pour aliénation à la commune lors de sa fin de vie. Il convient alors de rédiger un PV de restitution qui sera émargé par les 2 parties afin de légaliser la situation du bien. Nous présentons donc aujourd'hui à votre approbation un PV de retour de biens usagés à prendre en compte par notre commune avant aliénation ou vente. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 7. Alors, dossier numéro 7, décision modificative numéro 1. Alors, le budget préventif prévoit des crédits dans les 2 sections de fonctionnement et d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Ces inscriptions budgétaires se déclinent dans des chapitres et des natures. Étant prévisionnel, il est amené à être modifié en cours d'exercice afin de coller à la réalité des besoins. Les ajustements de chapitre à chapitre sont réglementés. Il convient alors de présenter au conseil municipal une décision modificative qui sera présentée au vote. Afin d'appeler au mieux le crédit, nous intégrons dorénavant les virements de crédit pour que cela ne soit pas obligatoire. Dans notre DM numéro 1, seule la section d'investissement est concernée. Donc 225 000 € sont inscrits en dépenses et recettes d'ordre concernant des intégrations dans notre patrimoine de terrain reçu à titre gracieux. Cela reste neutre budgétairement puisque la même somme est inscrite en recettes et en dépenses. Et 5 140 € afin de rembourser des particuliers sur des taxes d'aménagement réglées à la commune en 2018, mais dont les travaux correspondants n'ont pas abouti. Y a-t-il des questions? Pour une fois, nous avons les informations, merci. Oui, j'en suis ravi, madame, ça me fait plaisir. Monsieur le maire, si vous êtes On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 8. Alors, pardon.
Dossier numéro 8, désignation d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour siéger à la commission locale d'évaluation des transferts des charges de la CCPRO. Alors, lors d'intégration de départ d'une commune dans une intercommunalité, lors des prises ou des pertes de compétences, plus généralement lors des changements conséquents au sein d'une intercommunalité ayant des conséquences financières, il est obligatoire de réunir la commission locale d'évaluation des charges transférées qui produit un rapport. Ce rapport résulte d'un travail effectué par ses membres dont le principal enjeu est d'assurer la neutralité budgétaire des charges transférées. La fin du mandat précédent a marqué la fin de la composition de la CLECT et il convient aujourd'hui de désigner 2 nouveaux membres en respectant les règles suivantes. Un titulaire et un suppléant par commune membre et désignation des membres par les communes. Pour la ville d'Orange sont proposés membre titulaire M. Jacques Bompard, maire, et membre suppléant M. Yann Bompard, premier adjoint. Est-ce que vous avez Y a-t-il des questions? Oui, monsieur. Bompard, père et fils seront donc ensemble dans cette commission. C'est une énormité. Bompard, père et fils semble être un bon petit commerce vu de l'extérieur. C'est en réalité une petite boutique poussiéreuse. L'histoire est parsemée de milliers de dirigeants soi-disant de sang royal ayant tenté de protéger leur pouvoir et leurs biens par le biais de la consanguinité à la fois familiale et politique. Toutes ces lignées ont échoué systématiquement, ne craignant pas d'entraîner leurs concitoyens dans leur malheur. La vie des corps et du psychisme obéit à la même règle. La pauvreté est stérile et rend fou. La grande loi de la vie, c'est naître à soi-même, quitter la matrice et connaître la joie de l'altérité. Ce n'est jamais sans conséquence que l'on contrevient à la grande loi de la séparation. Allez-y. Je voudrais le micro. Moi, je serai beaucoup plus brève. En fait, je souhaite simplement que l'on rajoute un membre dans les propositions qui sont faites, en fait, qu'on désigne 3 membres au lieu de 2, et qu'on propose M. Bompard, M. Yann Bompard, et en 3e, le Saint-Esprit. C'est de haute volée politique. Je suis épaté. C'est à ma portée. Ah, monsieur Larroyer, je pense qu'en attaquant la famille comme ça, vous allez vexer un grand nombre de propriétaires, de viticulteurs ou d'artisans qui travaillent de père en fils. Je suis un peu épaté de votre haine de la famille. C'est quand même surprenant. D'autre part, il ne vous a pas échappé. Madame Amélie, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. D'autre part, il ne vous a pas échappé que je ne suis là que par la volonté des électeurs. Au conseil départemental, j'ai été élu et bien élu. Monsieur Vaton, vous pouvez rire, mais ça fait un moment que les gens ne vous veulent plus quand même. Vous êtes là par le truchement des listes, mais moi je suis passé devant le suffrage au départemental par 2 fois et j'ai gagné. Je ne suis pas là parce que je suis le fils d'eux. Je suis présent et uniquement présent parce que les Orangeois, la majorité des Cadéroussiens et des Piolinsois ont dit oui, on vous veut comme élu. Ça ne va pas plus loin que ça, monsieur Leroyer. Ne fantasmez pas, n'attaquez pas les familles ou les filiations. Si vous détestez la famille, si vous ne souhaitez pas que ça vous regarde, mais n'en faites pas un débat politique. C'est tout. Madame Aoui, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Allez à la messe, ça ne pourra pas vous faire mal. Bon, moi, je voudrais dire autre chose. D'abord, nous ne siégerons pas ensemble, puisque c'est soit l'un, soit l'autre. Premier point. Deuxièmement, c'est vrai qu'on peut haïr la famille. Moi, c'est plutôt les partis politiques que je haïs. Parce que, en fin de compte, combien de personnes sont là parce qu'ils ont une étiquette politique sur le dos. Ce qui nous différencie, aussi bien moi que mon fils, c'est que nous n'avons pas d'étiquette politique porteuse. C'est nous qui nous portons. Nous portons les gens qui nous aiment, plutôt ce sont les gens qui nous aiment qui nous portent. Et je préfère être porté par des gens qui m'aiment plutôt que par un parti politique que personne ne connaît qui détruit le pays. Ceci étant dit, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté. Je vous en remercie. La parole est à Marie-Thérèse Galma. Merci. Musée d'art et d'histoire d'Orange, acquisition d'éléments de costumes des 18e et 19e siècles et de la collection Valentin Buchelard, approbation de ce projet et son plan de financement. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'enrichissement des collections textiles du musée et de poursuivre la campagne d'acquisition entamée en 2018 afin d'assurer une rotation dans la présentation des collections,
il convient de procéder à l'acquisition d'un ensemble d'éléments de costume du XVIIIe et XIXe siècle. Le musée possède 5 tableaux de 1765, témoignage unique de la fabrique orangeoise des frères Vetter pour la production de textiles imprimés, ce sont les Indiennes. Le fond textile du musée étant modeste, l'enrichissement des collections s'avère indispensable. Le montant total de l'acquisition s'élèverait à 17 500 €. Pour cette opération, la ville peut obtenir des subventions auprès du Fonds d'acquisition pour les musées de la région PACA et de la DRAC. Acquisition de la collection Valentin du Chélar. Il convient de procéder à l'acquisition de l'ensemble de cette collection, comprenant l'intégralité de la collection archéologique et la totalité des archives familiales en lien direct avec la collection. Constituée de plusieurs générations, la collection Valentin du Chélar est l'une des dernières collections archéologiques particulièrement encore intactes. Elle compte près de 4000 pièces, dont 1509 sélectionnées ici pour entrer dans les collections du Musée de France. Les autres items seront placés en matériel d'étude pour présenter ultérieurement un second ensemble d'objets à intégrer aux collections Musée de France. La collection Valentin du Chénar présente un bon état de conservation générale. Le montant de l'acquisition s'élèverait à 477 000 €. Pour cette acquisition, il a été convenu avec le service des musées de France que le paiement et donc la demande de subvention seraient réalisés sur 2 années, 2021 et 2022, avec un soutien à hauteur de 160 000 €, toutes taxes comprises par an, dans le cadre du fonds de patrimoine. Il a été également convenu d'une participation de 27 500 € par an pour la part de la région uniquement en 2021 et 2022. Sur les plans de financement sous condition de l'obtention des subventions auprès du FRAM et de la région Sud-PACA et de la DRAC serait le suivant, et vous avez au suivant exactement le montant de la ville et le montant des subventions. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet d'acquisition d'éléments de costumes de 18e et 19e siècle, ainsi que la collection Valentin du Chénar, dans l'attente de l'avis de la commission scientifique régionale des collections du Musée de France, et approuver le plan de financement. Préciser qu'après l'approbation de ce projet d'acquisition et de son plan de financement, Monsieur le maire prendra une décision, conformément à la délibération 356-2020 du conseil municipal en date du 3 juillet 2020, pour solliciter des subventions auprès de la région PACA et d'autres organismes au niveau le plus élevé possible. Autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à solliciter l'avis de la commission scientifique régionale des collections des musées de France d'acquisition pour l'acquisition des éléments du costume du XVIIIe et XIXe siècle, ainsi que pour la collection Valentin du Chélar. Autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à ce dossier. Moi, j'aurais une question. Je passe une vas-y. Oui, j'ai une question pour Marie-Thérèse Galma. Je m'étonne de l'acquisition de cette collection Valentin du Chélar. En effet, en étudiant l'histoire de cette dynastie, je n'ai lu aucun écrit qui mentionne un quelconque rapport du point de vue historique avec la ville d'Orange. Le montant de cette transaction est d'ailleurs exorbitant et cette somme aurait pu être utilisée autrement à mon sens. Je ne m'étalerai pas sur la collection Franck Brandouin, certes offerte par l'intermédiaire du député Édouard Daladier dans les années 40, et qui a apparemment plus un caractère sentimental qu'historique. Bref, en attendant ce nouveau musée annoncé d'ouverture, soi-disant d'ici la fin de votre mandat, ne pourrait-on pas être plus innovant en proposant au public de nouvelles expositions éphémères ou permanentes, de nouveaux événements, en cohérence avec l'offre artistique, historique et patrimoniale de notre ville et ses alentours? D'ailleurs, est-ce que la collection achetée à Philippe Abel sera bien exploitée comme il le demande? Dossier numéro 11. Merci. Donc pour les éléments du costume... Attendez. Oui, je n'interviendrai pas sur le dossier qui a été retiré. Par contre, effectivement, nous souhaitons avoir des précisions sur le contenu de la collection Valentin de Chélar. En général, nous sommes favorables à des acquisitions qui renforcent le patrimoine exposé dans les musées de la ville, mais nous souhaitons avoir un peu plus d'informations, d'autant que nous souhaitons savoir si, parce que nous allons prendre la décision de demander au maire de faire les demandes de subvention.
quels sont les engagements qui ont été pris, parce que de telles délibérations se travaillent avec la DRAC, avec la région, avec les institutions concernées. Est-ce que vous avez des engagements pour avoir de tels financements? Parce qu'en fait, l'essentiel du financement appartiendrait à la région et à l'État. Ensuite, je voudrais poser la question parce qu'en fait, nous ne voudrions pas que le musée devienne l'Arlésienne, comme a pu l'être le centre aquatique, le parc aquatique. Il y a plus de 10 ans que vous avez promis une piscine sur la colline qui n'est jamais venue. Et maintenant, on nous promet un musée sur lequel nous n'avons jamais d'informations. Nous souhaitions qu'il y ait un musée de la romanité sur le terrain qui joue sur le quartier de Fourchevieille, avec un musée du Moyen-Âge dans les locaux actuels du musée, mais il n'est pas possible d'avoir un débat là-dessus. Il n'est pas possible d'avoir un débat également aussi sur un centre départemental archéologique, et donc de ce point de vue, on est bien obligé de poser des questions quand on en a la possibilité. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir un débat public sur le projet de musée qui nous est d'année en année répété, sans qu'on ait le moindre indice sur le projet de ce musée?